Pourquoi la guerre? Quels sont les enjeux des guerres d'aujourd'hui et qui les font? Depuis le 19e siècle, les raisons de la guerre ont fondamentalement changé. Alors qu'auparavant, on pouvait parler d'un peuple qui voulait se libérer d'un oppresseur, comme lors des guerres d'indépendance, décoloniales ou de résistance, ou motivés par la nécessité de repousser des invasions barbares, les conflits modernes sont souvent davantage orientés vers des intérêts économiques et géopolitiques complexes. Pourquoi donc, de nos jours, une oligarchie persiste-t-elle à s'engager dans des conflits destructeurs contre la volonté des peuples? Qui sont les acteurs responsables de ces dynamiques belliqueuses? Pour répondre à ces questions, il est essentiel d'explorer les multiples dimensions qui composent ce phénomène complexe. La guerre comme instrument de pouvoir de domination et de prédation. Ces nouveaux intérêts sont souvent économiques, géopolitiques ou liés à l'influence mondiale, impliquant des acteurs complexes, cachés et souvent motivés par des gains financiers ou un contrôle accru des ressources. Les guerres modernes sont aujourd'hui souvent le fruit de stratégies complexes impliquant des acteurs cachés, qu'il s'agisse de multinationales, d'élites économiques ou de grands États. Les guerres économiques et idéologiques, bien que justifiées par des prétextes de valeurs universelles tels que la démocratie, les droits de l'homme ou la sécurité collective, révèlent le plus souvent une lutte sans merci pour le contrôle des marchés, des ressources naturelles comme le pétrole, le gaz et les minerais, ou pour accroître des sphères d'influence géopolitique dans des régions stratégiques. Les acteurs de ces conflits agissent souvent dans l'ombre, motivés par des objectifs financiers colossaux. Les industries de l'armement et certaines multinationales trouvent un profit immense dans la prolongation des conflits, car la guerre est un marché lucratif qui leur permet de sécuriser des ressources rares et de développer de nouveaux marchés. Ces entreprises, en connivence avec des gouvernements, profitent de la déstabilisation de régions entières pour obtenir des contrats avantageux ou des concessions économiques. Les grandes puissances dominent souvent indirectement par des guerres par procuration, en finançant et armant des factions et des pseudo-révolutions locales pour maintenir leur influence, comme c'est le cas actuellement pour la guerre Ukraine contre la Russie. Ces puissances financent et arment des factions pour asseoir leur influence sans s'impliquer directement. Ce type de guerre permet non seulement d'exercer une pression politique et économique sur une région donnée, mais aussi de tester de nouvelles armes et tactiques militaires, tout en minimisant les coûts et les risques directs pour la puissance impliquée. Ainsi, la guerre moderne est devenue un instrument de domination globale, où les intérêts financiers et géopolitiques priment sur les aspirations des populations locales. Ces guerres, loin de libérer des peuples, les plongent souvent dans des cycles de violence, de pauvreté et de dépendance, au profit d'intérêts étrangers qui ne visent qu'à maximiser leurs bénéfices et leur pouvoir d'influence. Psychologie et pathologie des élites dirigeantes. Certains conflits trouvent leur origine dans les pathologies psychologiques de dirigeants. Narcissisme exacerbé, paranoïa, psychopathie, obsession de grandeur ou encore mégalomanie, l'histoire regorge de leaders ayant entraîné des nations entières dans des guerres irrationnelles pour satisfaire leurs propres pulsions et fantasmes de pouvoir. Ces traits de personnalité peuvent se manifester par un désir insatiable de contrôler les autres, de laisser une empreinte historique ou de compenser des insécurités personnelles profondément ancrées. Lorsque ces individus parviennent à des positions de pouvoir, leurs besoins de reconnaissance et leur quête de grandeur peuvent engendrer des décisions aux conséquences catastrophiques, plongeant des nations entières dans des conflits insensés. La combinaison de leurs ambitions démesurées et de la capacité à manipuler les masses constitue un cocktail explosif qui pousse les sociétés vers la guerre. Manipulation systémique et intérêts économiques. L'industrie de la guerre et les profits colossaux. La guerre n'est pas seulement une tragédie humaine, c'est aussi une source de profit pour une petite élite. Les industries de l'armement, les entreprises de reconstruction ou encore les multinationales exploitant des ressources dans les zones de conflit tirent d'énormes bénéfices de la guerre. Cette économie de la guerre incite ainsi certains acteurs à prolonger, voire à attiser, les hostilités pour maximiser leurs profits. L'exemple le plus récent est celui de l'Ukraine. Les milliards de dollars versés par les États-Unis et l'Europe avec l'impôt des citoyens contribuables à l'Ukraine ne vont pas directement dans le pays, mais restent ou vont aux États-Unis pour nourrir leur industrie de l'armement. En effet,
un contrat de prêt a été signé en aval, stipulant que l'Ukraine doit rembourser cette somme. Comment rembourser? C'est simple, l'Ukraine devra ensuite vendre ses terres agricoles à DuPont, Monsanto et Cargill, et ce, à des prix très avantageux. La question qui se pose est la suivante. Qui se cache derrière tout cela? Toute l'industrie de l'armement ainsi que les sociétés DuPont, Monsanto et Cargill appartiennent à BlackRock, qui aspire à devenir le maître du monde. La guerre en Ukraine a donc été manifestement planifiée dès 2014, avec la révolution du Maïdan, le non-respect des accords de Minsk et le bombardement par les Ukrainiens de la région du Donbass, où 14 000 civils russophones ont trouvé la mort. Ils savaient que la Russie ne pourrait rester passive et qu'elle serait contrainte, tôt ou tard, d'intervenir en Ukraine pour mettre un terme au massacre de son peuple ancestral. La fabrication de l'ennemi comme stratagème politique. Les élites exploitent la peur d'un ennemi extérieur pour détourner l'attention des problèmes internes et justifier des politiques coercitives. Ces mêmes gouvernements ont également tendance à diviser la population en attisant des conflits internes, par exemple en opposant des groupes sur des critères raciaux, ethniques, religieux ou de vaccination, comme on a pu le constater à partir de 2021. La création d'un climat de division, par l'immigration invasive et violente, ou encore les pauvres contre les riches, permet de maintenir une société fragmentée, incapable de s'unir contre les véritables sources de pouvoir et d'oppression. Cette stratégie de division interne est un outil puissant de manipulation sociale, utilisé pour affaiblir la cohésion nationale et rendre la population plus facilement contrôlable. La guerre est souvent présentée par la propagande médiatique sous un jour héroïque. Les récits historiques, les films, les livres et même le système éducatif exaltent les actes de bravoure et les sacrifices, tandis que les souffrances réelles des civils et des soldats sont minimisées, voire ignorées. Cette glorification culturelle crée un climat où la violence semble légitime pour résoudre les conflits. L'échec diplomatique et la projection des conflits internes. La guerre est désormais le résultat d'une incapacité délibérée afin de préserver des intérêts financiers privés à résoudre pacifiquement des désaccords. Un exemple frappant est celui de Boris Johnson, alors Premier ministre du Royaume-Uni. En avril 2022, alors que des négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie s'étaient avancées jusqu'à envisager la signature d'un accord, Boris Johnson est intervenu directement pour saboter ces pourparlers. Il s'est rendu à Kiev et a fait pression sur le gouvernement ukrainien pour abandonner les discussions, affirmant que les puissances occidentales, notamment le Royaume-Uni et les États-Unis, n'étaient pas prêtes à soutenir une quelconque forme de compromis avec Moscou. En faisant cela, il a non seulement contribué à prolonger le conflit, mais a également exposé la réalité des intérêts géopolitiques en jeu, où la volonté de maintenir une pression continue sur la Russie semblait surpasser toute préoccupation pour la paix et la stabilité régionale. Ce genre d'ingérence démontre que la diplomatie internationale est souvent instrumentalisée par des dirigeants désireux de renforcer leur position sur la scène internationale, au détriment de solutions pacifiques. Cela révèle une motivation sous-jacente à entretenir le conflit, dans le but de satisfaire des intérêts qui vont bien au-delà des populations directement affectées par la guerre. L'épisode Boris Johnson n'est pas isolé, mais il illustre parfaitement le cynisme et la manipulation caractéristique des grandes puissances dans ce type de situation. La guerre semble inévitable, mais est-ce vraiment le cas? Les intérêts financiers colossaux des grandes industries, notamment celles liées à l'armement, jouent également un rôle central dans la perpétuation des conflits. L'économie de la guerre génère des profits gigantesques pour les entreprises et les investisseurs qui, consciemment ou non, ont un intérêt à prolonger les hostilités. Ce réseau d'intérêts financiers est profondément enraciné dans les structures de pouvoir et de l'état profond qu'il sert, ce qui rend toute tentative de changement extrêmement difficile. Les acteurs économiques qui profitent des conflits ne sont pas uniquement des fabricants d'armes, mais aussi des multinationales qui cherchent à exploiter des ressources naturelles dans des zones de guerre. Les structures de pouvoir, qu'elles soient politiques ou économiques, sont bâties de manière à profiter de l'instabilité internationale. Les dirigeants de nombreux pays trouvent dans la guerre un moyen d'accroître leur pouvoir, de détourner l'attention des problèmes internes et de consolider leur contrôle sur la population. La guerre est ainsi utilisée comme un instrument de gouvernance permettant de maintenir une dynamique de peur qui empêche toute contestation significative du statu quo. Les élites cherchent souvent à maintenir un climat de tension afin de légitimer leur contrôle sur la société.
L'éducation et la culture jouent également un rôle clé dans la perpétuation des conflits. On constate une glorification permanente de ceux qui ont combattu et gagné une guerre, mais plus pour sa propre nation. Les récits historiques sont rédigés par les vainqueurs, et spécialement les Américains, ce qui conduit souvent à des manipulations qui servent les intérêts du pouvoir en place. Ainsi, il est de plus en plus difficile de retrouver la vérité historique, comme par exemple le fait que la Russie a libéré l'Europe du nazisme en sacrifiant 25 millions de soldats, ou que les États-Unis ont financé Hitler jusqu'en juin 1941. Ce type de manipulation historique crée une vision biaisée du passé, qui légitime la violence et justifie la guerre comme un moyen inévitable de résoudre les conflits. Ce conditionnement culturel américain instille dans les esprits l'idée que toute guerre initiée et validée par les États-Unis est non seulement inévitable, mais également nécessaire pour la grandeur de l'Occident. Nous savons aujourd'hui que les politiciens ne sont rien d'autre que des exécutants d'un État profond qui est, comme le présent nous le montre, capable de mettre au pouvoir des personnes apparemment sorties de nulle part, qu'ils ont formées, comme c'est le cas avec les Young Leaders. Ces dirigeants, pour la plupart aussi compromis par des actes criminels, voire pédophiles, sont donc totalement à la botte de cet État profond. L'État profond, via les médias mainstream qui ne pourraient pour ne plus survivre sans leur financement, parvient à forger l'opinion des peuples par une propagande et une manipulation de masse. Il suffirait qu'il soit interdit de financer des médias mainstream par un État profond, comme aussi par les États, et de faire respecter la Charte de Munich. Un autre problème majeur réside dans l'influence des sociétés secrètes, telles que le groupe Bilderberg, les francs-maçons, le Club de Rome, le Conseil des Jésuites ou les Illuminati. Ces organisations opèrent souvent dans l'ombre et exercent une influence disproportionnée sur la politique mondiale, les marchés financiers et même les choix sociétaux. Leur opacité et leur capacité à manœuvrer loin des regards du public posent un sérieux obstacle à la démocratie et à la transparence. Le groupe Bilderberg, par exemple, est connu pour organiser des réunions annuelles réunissant les personnalités les plus influentes du monde, des affaires, de la politique et des médias. Ces discussions, tenues secrètes, façonnent l'avenir économique et politique du monde sans que les citoyens aient un quelconque moyen de contrôle. De même, la franc-maçonnerie, bien que souvent présentée comme un réseau fraternel et philanthropique, dispose d'une influence significative sur les institutions politiques et juridiques, avec des agendas cachés qui servent les intérêts de ses membres. Le Club de Rome, quant à lui, se concentre sur les questions de durabilité et de politique environnementale, mais de nombreuses critiques lui reprochent une manipulation de la peur écologique afin de faire avancer des intérêts mondialistes. Le Conseil des Jésuites, en tant que branche puissante au sein de l'Église catholique, est souvent accusé d'interférer dans la politique mondiale, tandis que les Illuminati sont perçus comme une force obscure agissant pour établir un nouvel ordre mondial. Ces sociétés secrètes devraient être exposées et investiguées en raison de leur influence pernicieuse sur la société et de leur rôle dans le maintien des conflits et de l'instabilité. Leur existence même sape les principes de transparence et d'égalité, car leurs activités sont destinées à renforcer les positions de pouvoir de quelques privilégiés aux dépens de la majorité. Pour parvenir à une paix durable, il est essentiel de révéler au grand jour les activités de ces organisations et de s'assurer qu'elles ne puissent plus manipuler les décisions politiques et économiques mondiales. Le nouveau président des États-Unis a promis d'anéantir l'État profond. Ce dernier affirme que son mandat se concentrera sur la transparence totale des institutions et l'élimination des réseaux occultes qui parasitent le système politique et économique. Pour cela, il prévoit de mettre en place des enquêtes sérieuses sur les liens entre certaines élites et les sociétés secrètes, tout en réduisant l'influence des multinationales sur la politique. Ces mesures visent à démanteler les structures de pouvoir illégitimes qui opèrent dans l'ombre et à redonner au peuple le contrôle sur ces institutions pour le retour de la prospérité pour tous. Conclusion. La guerre comme reflet des failles humaines. Tant que cette oligarchie sera au pouvoir, la guerre demeurera une tragédie pour les peuples. Les efforts entrepris par le nouveau président des États-Unis visant à détruire l'État profond et à redonner le contrôle des institutions au peuple constituent un premier exemple des actions concrètes nécessaires pour parvenir à une véritable transformation. Ce défi colossal représente peut-être la seule véritable voie vers une paix durable et un avenir à l'abri de la répétition des erreurs passées. Chacun peut contribuer en journaliste citoyen, en soutenant des organisations de transparence, en s'informant activement.
et en questionnant les récits dominants qui favorisent les conflits. Je vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires. Que pouvons-nous faire pour éviter que de nouvelles guerres surgissent, toutes basées, comme c'est le cas ces 60 dernières années, sur des mensonges? Pensez-vous que l'interdiction du financement des médias mainstream, l'exposition et l'investigation des sociétés secrètes, ainsi que la publication des formations des Young Leaders, soient des mesures suffisantes? Et comment pouvons-nous concrètement contrôler tout cela? Si vous avez aimé cette vidéo, merci de laisser un like et un abonnement pour être averti des prochaines vidéos.